Et nous allons accueillir le deuxième candidat à venir s'exprimer ce matin devant nous. Il a presque 56 ans, dans quelques jours, une dizaine de jours. Il est candidat pour le parti Debout la France. Nicolas Dupont-Aignan est également député de l'Essonne, maire d'Hyères, président de la communauté d'agglomération Val d'Hyères-Val de Seine. Donc il n'a pas peur du cumul des mandats, manifestement. Pourfendeur des assurances privées, occupé selon lui, je le cite, à mettre la main sur le magot du petit risque, défenseur des médicaments génériques qui veut mieux organiser la répartition de la CMU et de l'AME. Il veut également dérembourser une série de médicaments qu'il considère inefficaces, ou en tout cas si leur efficacité n'est pas prouvée. Nicolas Dupont-Aignan, notre deuxième intervenant, et qui va entrer sur scène. Monsieur Dupont-Aignan, s'il vous plaît. Bonjour, bienvenue. Merci. Je vous laisse le pupitre pour 5 minutes, monsieur Dupont-Aignan, et ensuite vous serez interrogé par Laurence Parisson. Merci de votre accueil, merci de votre invitation. Enfin, un débat de fond à 60 jours de l'élection présidentielle. Avouez que je crois que c'est le bienvenu, tant cette campagne se noie dans des polémiques. Alors, il y a deux paradoxes, je ne vais pas être trop long sur le constat, on a peu de temps. Deux grands paradoxes. La médecine progresse, nous avons une nouvelle frontière médicale avec le XXIe siècle, des innovations exceptionnelles, et les Français sont chaque jour moins bien soignés. Un deuxième paradoxe, sous prétexte de bonne gestion, on a abouti au rationnement, à la pénurie, à l'inégalité. Oui, à un moment où il fallait serrer un peu les boulons sur le système de la sécurité sociale, soi-disant l'un des meilleurs systèmes du monde, oui, à une époque, plus maintenant. Mais on a été beaucoup trop loin, et on le paye très très cher, presque la moitié du territoire français, très cher en termes de délai de traitement, délai d'attente, notamment en matière d'IRM, etc. Alors il y a un choix politique majeur à faire, et moi j'aimerais qu'on ne raconte pas n'importe quoi. On ne pourra pas d'un côté faire 15 milliards, j'entendais à l'instant, ou 20 milliards comme M. Fillon, de réduction de dépenses dans ce domaine, et mieux soigner les Français, ou alors cela voudra dire que l'on transfère, comme depuis des années, des soins sur un système assurantionnel ou complémentaire. Je pense, très sincèrement, qu'un pays comme la France, qui fait face à un vieillissement considérable, qui doit saisir cette opportunité technologique absolument fondamentale de l'amélioration des soins de santé, ne peut pas rester à 2%, 1,75 dont d'âme, et maintenant on nous dit 2%. Moi je propose, parce que je crois qu'il faut être franc dans la vie, je propose de changer ce cadre général et de passer à 2,5 ou même 3%. Si on ne le fait pas, on ment aux Français. Cela veut dire qu'on transférera sur les complémentaires ou les assurances et qu'on accroîtra les inégalités. Ça ne veut pas dire, bien sûr, de mal gérer le système. Ça ne veut pas dire, bien sûr, de ne pas faire de sélection. Vous parliez des médicaments. Cela ne veut pas dire, bien sûr, de ne pas avoir des efforts de rationalisation. Mais il faut se donner les moyens de saisir cette opportunité. Comment on finance ? Parce que je vous vois regarder bizarrement. Comment on finance ? Parce que je propose une autre politique économique et on ne peut pas dissocier la question de la protection sociale, des retraites, de la politique économique. S'il n'y a pas une politique économique de relance, de relocalisation, d'1 million d'emplois comme je le propose, de protection, de rupture avec Bruxelles, nous n'y arriverons pas et nous resterons un pays qui s'enfonce dans le malthusianisme. Alors quelles sont mes priorités ? Elles sont très simples. À partir du moment où je relance légèrement, suffisamment la dépense de sécurité sociale, il faut bien évidemment cibler. Premièrement, assurer une médecine de proximité sur l'ensemble du territoire. Cela veut dire augmenter le numerus clausus. Parce que croire que parce qu'on limite le nombre de médecins, on va réduire la dépense de santé est tellement absurde, mais ça fait quand même 20 ans qu'on vit là-dessus. D'ailleurs, on fait venir des médecins de l'étranger alors qu'on empêche nos jeunes qui ont la vocation de devenir médecins. Je propose de passer à 10 000 par an. Je propose d'exonérer complètement de charges sociales par une méthode incitative les médecins qui s'installent dans des déserts médicaux. Je propose de monter à 35 € la consultation, parce qu'on ne pourra lutter contre le secteur 2 que si on a un vrai système de rémunération des médecins correct. Sur cette
Proximité, avec ces mesures, on devrait pouvoir déjà remettre des médecins en zone rurale. Je propose un deuxième grand axe, d'assurer l'égalité des Français. Alors je vois que tout le monde reprend ma proposition de rembourser à 100%, mais nous l'avons tous. Pourquoi ? Parce que c'est une évidence. Et on voit tellement de personnes âgées ne pas se soigner, ne pas pouvoir porter des lunettes, ne pas pouvoir avoir des soins dentaires corrects, parce qu'il n'y a pas de remboursement à 100%, que c'est une évidence. Mais encore faut-il pouvoir le financer. Je le propose bien sûr dès le début. Je pense aussi qu'il faudra quand même réunir des états généraux de la santé pour envisager un régime de sécurité sociale unique à terme. Et ce qui se passe en Alsace-Moselle peut être très intéressant. Il ne s'agit pas d'exclure les complémentaires ou les assurances, mais il s'agit de mettre un coup d'arrêt à cette dérive, à ce maquis, à ce manque de transparence. Et je suis convaincu que c'est d'ailleurs l'intérêt du secteur mutualiste de faire la transparence sur ce qui se passe. Le troisième grand axe de ma politique, c'est d'assurer la qualité de la prévention, car il y a un domaine immense d'amélioration et de productivité en décelant plus tôt les maladies. Et je pense à la médecine scolaire, qui est la grande abandonnée de tous les gouvernements. C'est un désastre, la manière dont on a abandonné la médecine scolaire aujourd'hui, et je crois que ce doit être une priorité absolue. Enfin, quatrième grand axe, puisque je vois que j'ai dépassé de 12 secondes mon temps de parole pour ces 5 minutes, je crois qu'il faut faire de la dépendance et du handicap deux grandes causes nationales, car là aussi, nous n'anticipons pas les mutations, notamment sur la dépendance de la société française. Et cela peut d'ailleurs être une source d'économie, puisqu'il est inacceptable que tant de personnes âgées soient dans nos hôpitaux à des prix de journée considérables, alors que si nous avions un système de maisons publiques de dépendance, nous économiserions de l'argent et nous offririons un peu de chaleur à nos anciens. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous laisse rejoindre la table pendant que Laurence Parisot, présidente du Conseil scientifique de la Fondapol, nous rejoint. Bonjour Laurence. Installez-vous. Alors Laurence, vous avez écouté Nicolas Dupont-Aignan et je suis sûre que sa proposition sur l'augmentation du numerus clausus vous a fait réagir, parce que quand on a préparé cette matinée, vous me disiez que vous n'étiez pas convaincu par la pertinence de cette augmentation du numerus clausus. En tout cas, je m'interroge, et donc je vous interroge, monsieur le député, sur cette question. Vous avez raison de souligner, le candidat précédent l'a fait également, sur l'enjeu de la médecine de proximité. C'est probablement le signe, ce qui se passe aujourd'hui, d'une dérive en termes d'égalité d'accès aux soins que nous observons. Mais l'augmentation du numerus clausus en tant que tel, je ne suis pas sûre que cela suffise. D'abord, il a bougé ces dernières années, il a été augmenté. Et puis, surtout, est-ce que cela veut dire qu'avec cette augmentation, vous allez aussi toucher à la liberté d'installation pour orienter les candidats médecins dans les véritables déserts médicaux? Et au fond, je me demande si, quand on aborde la question du désert médical, le vrai sujet n'est pas le désert économique de ces territoires. Et par conséquent, est-ce que tout ceci doit être géré au niveau national et central ou être confié au niveau plus local, régional, ou même à un niveau plus modeste des collectivités territoriales? Bref, est-ce que vous pouvez préciser comment vous espérez, par l'augmentation du numerus clausus, mettre fin aux déserts médicaux qui minent les Français? D'abord, sur le numerus clausus, 10 000, c'est le minimum. Je vous rappelle qu'il y a 25% des nouveaux entrants qui sont des médecins étrangers. Je trouve absolument révoltant que des jeunes qui ont la vocation d'être médecins soient obligés d'aller en Roumanie pour revenir comme médecins en France. Et j'estime que quand même la moindre des choses, c'est que la France assure son renouvellement médical. Donc, premier point, 10 000, ce n'est pas un chiffre extravagant du tout. Je propose ensuite que l'on restreigne l'accès des médecins étrangers à mesure que les médecins français pourront arriver. Car je crois que le rôle d'un médecin, c'est de soigner dans son propre pays. Deuxième point, il faut des mesures très fortes d'incitation. Il ne s'agit pas, je ne veux pas mettre une obligation. En revanche, supprimer par exemple toute charge sociale
pendant 5 ans ou 10 ans pour les médecins qui s'installeront dans un désert médical, je crois que c'est une forte incitation pour des jeunes médecins. J'ajoute, parce que je n'ai pas tout dit là, et vous pouvez retrouver sur mon site internet, NDA 2017, vous pourrez retrouver des mesures très précises. Les maisons médicales, qu'il faut quand même aussi un peu réglementer, parce que chaque commune, chaque communauté veut une maison médicale. Si on ne fait pas ça, mais on sera dans une situation dramatique. On l'est déjà. Même dans ma ville, à 20 km de Paris, on ne trouve plus de médecins. On attend 1 an pour un ophtalmo. 1 an. Donc, moi, j'accuse gravement ceux qui nos prédécesseurs d'avoir complètement cassé la médecine de ville. Et vous ne pouvez pas comprendre l'échec de l'hôpital aujourd'hui si on ne traite pas d'abord la médecine de ville. On ne pourra pas régler la question de l'hôpital public, son engorgement aux urgences, son fonctionnement si on ne traite pas la médecine de ville et qu'on ne restaure pas une vraie médecine de ville. Et pour ça, il faut investir massivement. C'est pourquoi aussi, il est très important de parler de l'augmentation du prix de la consultation et d'oser ce 35 €, 2,5 milliards. Il faut oser cela. Car si vous ne faites pas cela, vous aurez une médecine, pour le coup, bureaucratisée, hospitalière simplement, et pas la médecine de ville qui permet de freiner, de prévenir, parce qu'on peut parler de prévention, mais s'il n'y a plus de médecin de ville. Oui, parce que dans tout ce que vous dites, il y a le présupposé que les étudiants en médecine vont toujours être attirés par la médecine libérale. Vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, ils veulent devenir salariés. Eh bien justement, il faut réinciter à la médecine libérale. Pourquoi je veux supprimer le tiers payant ? Parce que si le médecin est un bureaucrate dans son cabinet, si on ne favorise pas, par exemple, la prise en charge d'un système de secrétariat, et c'est pourquoi d'ailleurs il y a des maisons médicales, c'est pour qu'il y ait un partage des tâches toujours plus lourdes, administratives. Vous ne pouvez pas me reprocher de vouloir soigner ce que vous critiquez. Justement, il faut aérer le système. Il faut redonner la vocation médicale en favorisant l'exercice de la médecine de ville. Alors, bien sûr qu'il y a beaucoup de médecins qui veulent être salariés, mais ils veulent être salariés pourquoi ? Est-ce qu'on a réfléchi à la raison pour laquelle ils veulent être salariés ? Il y a une raison quand même. Laurence, on avance peut-être un petit peu sur la question du financement. Tout à fait. Je ne vous reproche rien. Je ne reproche pas de me reprocher. Voilà, je veux que vous alliez jusqu'au bout des raisonnements, parce qu'on sait très bien qu'en matière de santé, finalement, tout est une question de curseur. Ah oui, mais là, il y a vraiment plus qu'un problème de curseur. Il y a une voie mauvaise qui a été prise depuis plusieurs années au nom d'un malthusianisme gestionnaire, comptable, absurde, qui coûte à la fin beaucoup plus cher à la société. Beaucoup plus cher à la société. Alors, abordons quand même la question financière. Oui, même fondamentale. Si la comptabilité peut paraître absurde à certains moments, vous annoncez... Non, mais la comptabilité qui fait faire plus de dépenses à la fin. Alors, la comptabilité, quand même... C'est pas de la comptabilité, vous annoncez un Ondam à 3%. Entre 2,5 et 3. Voilà. Vous avez évoqué le fait que la consultation passerait à 35 €, ce qui est un bond absolument considérable par rapport à la situation actuelle. Et puis, par ailleurs, dans votre programme, il y a beaucoup de choses très généreuses, mais qui coûtent cher. Oui. Vous avez, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, annoncé 100% sur les lunettes, sur le dentaire, sur l'auditif. Oui, 5 milliards d'euros. Voilà. Bref, comment vous financez tout ça ? Mais par une autre politique économique que celle brillante qui a été menée par tous les gouvernements qui nous ont précédés. Alors, comment crée-t-on de la richesse ? On crée de la richesse en incitant à produire en France, en baissant l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réinvestis dans notre pays, mais ce n'est pas le sujet du thème aujourd'hui, mais c'est très important. On crée de la richesse en se protégeant de la concurrence déloyale. On crée de la richesse en relançant l'économie française. Ça exactement bien, l'inverse de ce qu'ont fait tous nos gouvernements qui ont abouti à un pays à l'arrêt, 6 millions de chômeurs, un système de santé paralysé, des retraites amoindries. Et je peux vous assurer que sans partir dans le décor d'aventure, pour le coup excessif dans l'autre sens, de dépenses où on lâche tout, il y a un juste milieu à trouver qui se fait dans beaucoup de pays du monde. Et c'est comme ça qu'on financera notre système de retraite et notre système de santé. Allons un tout petit peu plus loin sur le lien entre santé et économie, si vous permettez. Il est fondamental. On sait aujourd'hui, vous avez très rapidement évoqué l'innovation, c'est dans votre programme que la thérapie génie va nous permettre d'aller très très loin, y compris en matière de prévention.
Vous savez qui est aujourd'hui un des plus gros investisseurs au monde en thérapie génie? C'est Goldman Sachs. Goldman Sachs fait un funding, comme on dit, considérable auprès de différents laboratoires et équipes de chercheurs sur le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est que pour aller très loin dans la recherche et l'innovation médicale et au service de notre système de soins, il ne faut surtout pas apparaître comme un pays fermé. Ah, mais c'est toujours la vieille caricature. Si vous êtes satisfaite que ce soit Goldman Sachs qui investisse dans la santé pour se donner bonne conscience de tous les drames qu'ils ont créés dans le monde, c'est votre choix. Moi, mon choix, c'est que j'estime que ce n'est pas avec un système de santé à l'arrêt, malthusien, qu'on arrivera à saisir les opportunités technologiques, d'innovation scientifique. Et tout mon projet politique, si vous le lisez attentivement, c'est au contraire de relancer une dynamique de croissance par l'investissement dans la science, par des partenariats privés-publics. La lutte contre le cancer pourrait être un magnifique projet européen à 2 ou 3 pays, comme on a fait Airbus. Est-ce qu'un jour, dans notre pays, parce que c'est ça l'enjeu, on peut venir devant vous, là, alors ça sera ceci, cela, mais si globalement, il n'y a pas une vision d'avenir, si on ne se dit pas qu'il faut investir des milliards d'euros dans la recherche et dans la santé. Attendez un instant, je vais vous répondre. Je suis dans le département d'Évry, je suis à quelques kilomètres d'Évry. On a un génopole extraordinaire. On a des savants les meilleurs du monde. Pour les innovations, ils s'en vont à l'extérieur. Ils s'en vont à l'extérieur aux États-Unis. Pourquoi? Parce que les banques françaises ne prêtent pas, parce que l'État est malthusien, parce qu'il n'y a aucune dynamique dans notre pays. Alors, moi, je veux bien qu'on continue avec la croissance 0, 1%, 1,5, 1,7. Comment on va faire? Pendant ce temps-là, vous avez la Chine qui, sur fonds publics, investit des milliards dans la recherche et dans la génétique. Vous avez les États-Unis qui investissent des milliards avec des fonds publics. Donc, le problème de fond, c'est la mentalité malthusienne d'une oligarchie qui nous gouverne depuis 20 ans et dont il faut se séparer, chère Madame Très Paris. bien. Donc, c'est l'État qui va tout diriger, non, y compris c'est dans le l'État manque qui de doit être soins. stratège. L'État n'a pas vocation à tout faire. L'État a vocation à créer une dynamique de croissance qui permet aux partenaires privés, aux partenaires étrangers de croire en la France et de se dire qu'il faut investir dans le pays. Et c'est pourquoi je propose une politique qui à la fois favorise l'innovation dans notre pays par des baisses très fortes de charges, mais uniquement sur ceux qui produisent dans notre pays. Et c'est ça la grande différence. Et en matière de recherche scientifique et en matière de santé, nous avons 10 ans absolument extraordinaires devant nous. Est-ce qu'on va saisir ces 10 ans ou est-ce qu'on va, au contraire, continuer à radiner sur 500 millions, 1 million, 2 millions? C'est ça l'enjeu. Il faut savoir sauter une étape, si je puis me permettre. Bon, je ne sais pas où vous en êtes là en termes de déficit avec tout ce que vous venez de dire, mais passons à un autre le déficit, sujet. Excusez-moi madame, Oui. Le déficit, il sera réduit si vous avez de la croissance. C'est ce qu'a fait l'Angleterre de M. Cameron. Vous n'aurez pas de Et ils n'ont pas croissance sans hésité. capitaux. Vous n'aurez pas de Tout à croissance sans fait. capitaux. Et ils n'ont pas hésité, madame, à avoir 5 à 6% de déficit et à réduire le chômage. Et le déficit, ça dépend à quoi il sert. Si le déficit, c'est pour faire de l'assistanat, du fonctionnement, et laisser filer le système, très dangereux, vous avez totalement raison. Si c'est recréer une dynamique intelligente et être prudent, il ne s'agit pas de tout lâcher. Ce que je veux, c'est qu'on remette la France sur une dynamique de croissance et qu'on investisse. Et dans la santé, c'est fondamental. Alors, encore une question. Tout à l'heure, vous avez évoqué un projet d'états généraux de la santé. Oui. Et vous avez dit, parce qu'il est temps quand même de regarder ce qui se passe dans ce maquis. Oui. Et il y a une absence de transparence. Oui. Alors, je voudrais comprendre ce qui n'est pas clair, si je Ce qui puis n'est pas dire, clair, je vais vous dire. dans le système de soins actuel. Dans le système de soins actuel, et le sondage était très intéressant, il est anxiogène pour nos concitoyens. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les gouvernements ont menti aux gens. Et pour pouvoir réduire avoir une moindre augmentation de la dépense, ils ont transféré sur les complémentaires et sur l'assurantiel, sans le dire. Et donc, il y a une sorte de maquis qui s'est forgé. Les gens voient arriver leurs factures de mutuelle, ils les voient augmenter, ils ne comprennent pas pourquoi. On leur a dit, on va raser gratis avec une complémentaire universelle. Ça n'a pas marché complètement. Il faut, à un moment, remettre de l'ordre et éviter la gangrène de l'assurantiel privé dans le système de sécurité sociale. Oui aux complémentaires, transparentes. Oui à une part d'assurantiel pour vraiment des gens qui veulent se protéger en plus. Mais je tiens à un système de sécurité sociale unique et je ne veux pas le voir démembré. Et c'est pourquoi
je suis radicalement hostile à ceux qui vous mentent en vous disant « on va réduire de 20 milliards et tout va rester comme avant ». Non, ils vont privatiser et progressivement le système. Et je crois que les Français, en tout cas moi je serai le candidat qui défend la sécurité sociale, parce qu'en plus elle coûte moins cher en frais de gestion. Je voudrais juste une précision, Nicolas Dupont-Aignan, avant qu'on se quitte, mais on a aussi l'interpellation de nos internautes. Vous parlez de mettre sous condition le revenu minimum d'activité à travers notamment une sorte de journée de solidarité pour les bénéficiaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent démontrer, les bénéficiaires de ce revenu minimum, qu'ils le méritent? Oui. Quand on reçoit une allocation de la collectivité, j'estime qu'on doit donner un peu de temps à la collectivité. Et le RSA, je suis maire d'une ville de banlieue, je connais bien. Vous savez que la France est l'un des pays qui compte le plus d'associatifs engagés au service de tous. Quand on dépense 10 milliards d'euros par le RSA et qu'il y a tant de fraude, et qu'en même temps il y a des handicapés qui sont dans une situation sociale terrible, dans mon projet, j'estime, je suis gaulliste social, oui du social, mais du social avec des contreparties, avec du contrôle. Et notamment dans le financement, je veux lutter contre la grande fraude fiscale à la TVA qui nous coûte 20 milliards d'euros et la fraude sociale. Je veux supprimer l'AME. Qui est plutôt le fait de professionnels de santé que d'assurés. Hein. Oui, aussi des deux. Si. Et je veux aussi qu'on supprime l'AME, car il est inacceptable qu'on dépense 1 milliard d'euros pour des clandestins. Je veux supprimer pendant 5 ans l'aide aux étrangers réguliers pour casser l'appel d'air social. La suppression de l'AME, ce n'est pas contradictoire avec la notion de prévention? Non, parce que je mets en place des dispensaires, mais où ce sera au cas par cas. Et je pense qu'il y a trop d'assistanat non contrôlé dans notre pays, et je pense qu'il y a des milliards à récupérer sans pour autant porter atteinte à l'égalité sociale. Et je veux au contraire transférer ces milliards vers la situation du handicap et de la dépendance. Et je peux vous assurer qu'on peut redéployer de l'argent qui aujourd'hui s'évapore beaucoup. Un mot tout de même sur cette question de l'AME. On y reviendra. Vous voyez, je avec ne suis pas, Madame Parizeau, d'autres candidats aussi dépensier que vous pouviez le croire. Un mot sur l'AME. Si vous me permettez, je vous suggère de lire dans les mémoires de Philippe de Gaulle. Il explique comment le général de Gaulle, au moment de la création de notre sécurité sociale, disait « Bon, il faut aider les Français à comprendre comment ça marche, et après, on laissera tout au privé. » Eh bien, ce n'est pas ma conception des choses. Madame Parizeau, je crois que c'est l'honneur de la France d'avoir une sécurité sociale et que l'enjeu, c'est de veiller à ce que chaque euro soit bien dépensé, d'arrêter les gaspillages, les privilèges, les abus de l'assistanat, mais de défendre une belle idée de la sécurité sociale et de ne pas lâcher au système d'assurance. Il nous reste vraiment, on a déjà même dépassé le temps, Nicolas Dupont-Aignan, vraiment un mot sur cette question de l'AME qui va revenir tout à l'heure dans les conversations. On a entendu Emmanuel Macron, on vous a entendu, on entendra les candidats ce matin nous expliquer que la prévention c'est important, qu'il n'y a pas de petit risque, qu'un petit risque peut dégénérer vers une pathologie plus lourde. C'est exactement la même chose qui se passe quand on arrête de traiter médicalement des clandestins qui seraient atteints de petites ou plus grosses affections. Bien évidemment, je ne suis pas fou, hostile, c'est une évidence, à un système de soins pour les clandestins. Je refuse en revanche qu'il soit détourné comme un système de ticket automatique pour des soins, et j'estime que nos compatriotes souffrent suffisamment, payent suffisamment d'impôts. Je regarde d'ailleurs qu'un des candidats va augmenter la TVA et l'autre la CSG. Eh bien, ce n'est pas mon souhait, et je pense qu'il est inacceptable qu'il y ait un appel d'air migratoire lié à une générosité sociale qui n'est plus supportable pour nos concitoyens. Ce n'est pas l'objet de nos discussions ce matin, non, mais vous me posiez la question sur l'AME. On pourrait parler longtemps de cet appel d'air migratoire lié à l'AME. Je ne suis pas sûre que ça soit déterminant dans le choix de ceux qui traversent la Méditerranée pour venir jusqu'à... Eh bien, c'est mon choix, et je l'assume. Une question d'Alain Flao. Mettrez-vous en place un ministère de la prévention si vous êtes élu? Ce n'est pas un ministère qui va faire de la prévention, c'est un ministère de la santé qui aura comme priorité absolue la prévention, et notamment avec toutes les innovations technologiques qui peuvent être très importantes pour aider chaque Français à anticiper et à mieux connaître son corps et à pouvoir déceler les premiers indices de maladie. Et je pense qu'il y a une révolution absolument extraordinaire devant nous, et je voudrais que nous la saisissions avec une dynamique de croissance. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci à vous. Je vous laisse, Laurence, rejoindre la salle. Monsieur Dupont-Aignan. Au revoir, madame. Au revoir. Merci, au revoir.